Alors bonjour, effectivement, je m'appelle Audrey James. J'interviens dans cette riche journée de conférences d'Atos en tant que formatrice en inclusion au sein de Social Builder. Social Builder, c'est une entreprise sociale qui agit pour plus de mixité, spécifiquement dans le secteur du numérique. Et on mène des actions d'orientation, de formation, d'insertion pour les femmes, mais on accompagne aussi les entreprises et les organisations à développer des pratiques inclusives. Alors, Atos nous a proposé d'intervenir pour ces 15 minutes sur le thème « Déconstruire les préjugés ». Alors, qu'est-ce que c'est déconstruire les préjugés? C'est d'abord accepter que nous avons des préjugés, ce qui n'est pas forcément acquis pour tout le monde. Pour cela, il faut déjà accepter que nous avons des stéréotypes. C'est normal, tout le monde en a, les stéréotypes sont nos croyances, nous en avons besoin, mais nous avons aussi besoin de les faire évoluer pour mieux juger de la diversité des réalités. Et les préjugés, c'est un peu le stade d'après. Ce sont les jugements qu'on associe à ces stéréotypes. Ce sont les notions de positif ou de négatif sur les stéréotypes. Par exemple, je peux avoir le stéréotype que les femmes en général ne s'intéressent pas à l'informatique, et je peux ou non avoir le préjugé qu'elles ne sont donc pas bonnes en informatique. Mais je peux aussi avoir un autre préjugé, celui que les parents en général ne permettent pas à leurs filles de s'intéresser à l'informatique. Ce qui est problématique dans les préjugés, ce sont non seulement les généralisations, comme c'est le cas dans les stéréotypes, mais c'est surtout le jugement de valeur. Alors maintenant qu'on a posé ces définitions-là, et qu'on a accepté peut-être d'avoir des stéréotypes et des préjugés, eh bien pour les déconstruire, il faut réaliser qu'ils sont le résultat de notre socialisation. Et donc que finalement les préjugés ne sont pas liés à des vérités universelles, mais qu'ils sont liés à ce qu'on nous a dit, à ce qu'on nous a appris, montré tout au long de notre vie. Quand on a compris ça, on a déjà fait un petit bout de chemin pour commencer à déconstruire nos propres préjugés. Et ensuite, on est mieux à même de déconstruire les préjugés autour de soi, au sein de notre environnement, en décidant de développer et de transmettre d'autres représentations non sexuées. Donc le point de bascule, c'est bien de comprendre que les préjugés, c'est le résultat de notre socialisation. Alors pour ça, je vais vous raconter 3 histoires. Une histoire longue et 2 histoires courtes à la fin. 3 histoires pour comprendre qu'il n'y a pas un sexe plus doué qu'un autre pour travailler dans l'informatique, au cas où vous en doutiez. Et la première histoire pour se rappeler aussi que les premiers informaticiens étaient en fait des informaticiennes. Aujourd'hui, on compte 18% de femmes diplômées en informatique. Alors pourquoi si peu? En fait, la vraie question à se poser n'est pas au fond pourquoi les filles n'aiment pas l'informatique, mais plutôt pourquoi la passion pour la maîtrise de l'ordinateur touche aujourd'hui surtout les garçons. En effet, le nombre de femmes dans le numérique augmente, mais le nombre d'hommes augmentant aussi et de manière plus forte, le nombre de femmes ne décolle proportionnellement pas. Alors nous allons essayer de voir pourquoi. Donc la première histoire finalement, c'est cette histoire de la place des femmes dans l'informatique, dans l'histoire. Alors on va commencer au début des années 1940, quand apparaît l'informatique moderne. Pendant la Seconde Guerre mondiale, l'armée a engagé des centaines de femmes pour résoudre des calculs complexes afin d'améliorer la précision des armes sur les champs de bataille. Bon. Vous connaissez peut-être Grace Hopper, qui a non seulement introduit la notion de bug dans l'informatique, mais elle a aussi ouvert la voie au langage de programmation moderne. Et à la fin de la guerre, des femmes travaillaient sur les projets les plus secrets de l'armée, dont l'ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. L'ENIAC est souvent considéré comme le premier ordinateur à usage général au monde. Et après tout leur travail, les femmes n'ont même pas été invitées à la fête de dévoilement d'ENIAC, alors que les ingénieurs masculins ont bien été félicités. Ensuite, tout au long des années 50 et 60, les femmes ont continué à travailler dans l'informatique, et souvent dans le software, tandis que les hommes étaient spécialisés dans le hardware. Alors pourquoi? Parce que le software était perçu comme un travail propre, ne nécessitant pas une grande force physique. Et c'est à partir de là que sont apparus ces termes de software, soft donc adapté aux femmes, versus hardware, hard donc pour les hommes. C'est un des reflets des stéréotypes de sexe. Si on continue l'historique, en 1967, le magazine Cosmopolitan publiait un article décrivant l'informatique comme une alternative intéressante au travail de secrétariat. On pouvait y lire exactement: il y a 20 ans, une fille pouvait être secrétaire, enseignante, assistante sociale ou infirmière. Viennent maintenant les grands ordinateurs éblouissants et un tout nouveau type de travail pour les femmes, la programmation.
Est-ce que vous avez lu ça dans la presse aujourd'hui? Pas moi. Enfin, au cours des années 70 et 80, le nombre de femmes poursuivant des études en informatique a régulièrement augmenté, pour arriver en 1984 à 37% de femmes diplômées en informatique en Occident, soit près du double de ce qu'il est aujourd'hui. Le double en 1984 de ce qu'il est aujourd'hui en 2020. Alors que s'est-il passé? Alors, vous vous en doutez, il n'y a pas qu'une seule explication, c'est systémique, mais ce sont tout de même principalement la culture populaire et les grands médias qui sont responsables. On va voir ça avec 4 explications. La première explication réside dans l'émergence de nouveaux rôles modèles hommes dans l'informatique. Des hommes comme Steve Jobs et Bill Gates sont devenus les héros du secteur en pleine expansion. Ils ont vu les opportunités business du secteur. Alors on a commencé et on a continué à beaucoup parler d'eux dans tous les médias. Bizarrement, on a beaucoup moins parlé de Adele Goldberg, que vous connaissez peut-être, et son équipe, qui ont créé le premier ordinateur à interface graphique en 1973, soit quelques années avant la création d'Apple et Microsoft. Et ça, c'est un phénomène qu'on peut observer dans de nombreux secteurs. C'est notamment ce qui s'est passé dans l'industrie du cinéma, avec par exemple Alice Guy, contemporaine des Frères Lumière, qui a eu un rôle clé en tant que réalisatrice, qui est la première femme à avoir créé sa propre société de production. Mais on ne connaît pas son nom, on ne connaît que les Frères Lumière. Et par la suite, on a continué à orienter les projecteurs sur les grands hommes du cinéma et pas sur les grandes femmes du cinéma. En fait, quand le pouvoir et les enjeux financiers apparaissent dans un secteur, les femmes sont petit à petit expulsées et puis, du coup, par conséquent, elles sont invisibilisées. Et heureusement, il y a des projets comme les 100 pages, SANS, qui permettent de les mettre en lumière, ces femmes-là. En fait, ce projet a pour but de créer ou d'améliorer les pages de Wikipédia des grandes femmes oubliées ou méconnues. Et il est né à partir de l'observation de chiffres assez ahurissants. En octobre 2018, donc il y a 2 ans, Wikipédia en français comptait près de 550 000 biographies d'hommes, contre 94 000 biographies de femmes. 550 000 contre 94 000, même pas 100 000, soit seulement 17,3% de biographies de femmes. Donc forcément, on va avoir plus de stéréotypes et de préjugés sur la capacité des femmes à prendre le pouvoir, à faire des grandes choses, etc., si on les rend pas visibles quand elles le font, notamment dans la plus grande encyclopédie libre du monde, quoi. Alors pour finir sur cette première explication, avec ces nouveaux rôles modèles hommes, au début des années 1990, l'attention des hommes, elle est passée du hardware au software. La deuxième explication, c'est l'introduction du micro-ordinateur dans les foyers, accompagnée de campagnes de publicité montrant des hommes avec leurs fils devant les ordinateurs, les femmes étant montrées lorsqu'elles le sont, en retrait, en femmes au foyer qui ne s'intéressent pas aux ordinateurs. Le problème, c'est que ces publicités n'étaient pas représentatives de la réalité. Demandez à vos grands-mères ou arrière-grand-mères et leurs copines, beaucoup savaient très bien se servir des ordinateurs et souvent mieux que les hommes, car beaucoup les utilisaient dans leur travail, ce qui était beaucoup moins le cas des métiers exercés à l'époque par les hommes. Troisième explication, c'est que la culture populaire du cinéma a donné naissance au stéréotype du nerd, avec des films tels que War Games, Weird Science, Revenge of the Nerds, le nerd étant toujours un jeune homme et les rôles des filles dans ces films étant cantonnés à des rôles de spectatrices, de supportrices, d'admiratrices, mais jamais avec la souris dans la main devant l'ordinateur. Quatrième raison, elle concerne la façon dont se sont développés les jeux vidéo. Tout d'abord, les jeux vidéo les sociétés de jeux vidéo vendaient leurs consoles en tant que jouets. Et comme à l'époque déjà, les jouets étaient différenciés selon le sexe, les magasins de jouets stockaient ces jeux dans les allées des garçons. Ce qui est d'autant plus compréhensible quand un de ces jeux les plus populaires s'appelait la Game Boy. Mais au-delà du rayon dans lequel on trouve ces jeux, c'est aussi ce qu'on y voit à l'intérieur qui renforce la construction des stéréotypes et donc des préjugés sur les hommes et les femmes. On y constate une objectification comportementale, c'est-à-dire que la masculinité est vue comme hégémonique, toute puissante, versus les femmes impuissantes qui apparaissent ainsi souvent comme des récompenses,
comme dans Mario, le personnage de Peach par exemple. Et quand un personnage de femme possède les codes comportementaux considérés comme masculins, comme Lara Croft, alors le personnage est représenté avec un corps hypersexualisé. Et ça, c'est l'objectification physique. De plus en plus, les personnages de femmes, mais aussi d'hommes, des jeux vidéo sont devenus de plus en plus sexualisés, en grossissant finalement les caractères masculins ou les caractères féminins. Donc, si je reprends les 4 explications liées à la culture, donc il y a bien l'émergence de nouveaux rôles modèles hommes dans l'informatique, l'introduction de l'ordinateur dans les foyers et les publicités qui ne montrent que les hommes et leurs garçons devant les ordinateurs, la culture pop du cinéma avec les nerds, les jeux vidéo. Mais on va pas s'arrêter là à la culture, parce que ce qui participe à notre socialisation, c'est bien sûr la culture dans laquelle nous baignons, mais c'est d'abord ce que nous vivons dans notre famille, puis à l'école. C'est là que notre socialisation commence. Et c'est bien au niveau de la famille que nous avons individuellement le plus de pouvoir pour transmettre d'autres représentations que celles véhiculées par l'école ou les médias. Ce qui évitera dans le futur d'avoir à déconstruire des préjugés. Entre parenthèses. Savez-vous qu'à la naissance, tous les cerveaux des bébés sont quasiment identiques en termes de développement. Il n'y a pas de différence garçon-fille. Seulement 10% du cerveau est formé à la naissance et le reste est construit en fonction de notre environnement extérieur, de la façon dont on sera éduqué. Et ça commence très jeune. Des études indiquent que lorsque vous montrez à un bébé de 10 mois, des ustensiles de cuisine, le bébé les associe à sa mère. Pour conclure sur cette histoire, sur l'histoire des femmes, la place des femmes dans l'informatique, les préjugés sont le fruit de notre socialisation qui passe par la famille, par l'école, par les médias, et tout ça, ça a un impact sur notre orientation. Peu de femmes s'orientent dans les domaines de la science, de la technologie, de l'ingénierie ou des mathématiques, les STEM, et lorsqu'elles le font, elles sont encore très souvent victimes de sexisme, comme l'a montré l'étude de Social Builder Sexisme dans les écoles de technologie. Par conséquent, ces femmes partent et les futures étudiantes sont découragées. Et ça, du coup, ça va renforcer les phénomènes d'autocensure dont parlait tout à l'heure Margot d'HEC. Aujourd'hui, le nombre de femmes diplômées en informatique est stable, autour de 18%. Et pour terminer avec d'autres chiffres, les femmes représentent 27% des salariés du secteur du numérique, tous métiers confondus. Et ce chiffre baisse à 16% si l'on ne considère que les métiers techniques du numérique. C'est un des secteurs où les femmes sont aujourd'hui en France le moins représentées. Mais la situation n'est pas perdue. Je vous avais parlé de 2 courtes histoires pour terminer. La première histoire, c'est en Malaisie. Le pays a adopté une stratégie de développement basée sur l'éducation et les techniques. L'offre d'enseignement supérieur y est très importante, de très bonne qualité, et les filles sont majoritaires dans les filières STEM, sciences, technologies, ingénierie, mathématiques. Et en fait, ça s'explique par la présence importante de femmes dans le corps professoral, donc du coup des rôles modèles dans l'informatique qui sont des femmes, et ça s'explique aussi par la culture. Là-bas, c'est un secteur qui est considéré comme confortable, qui ne demande pas de force physique, qui peut être effectué à l'intérieur, qui est protégé, et qui se fait avec d'autres femmes. Finalement, c'est un petit peu les mêmes raisons qui ont expliqué la présence des femmes dans l'informatique au départ dans les années 40. Un autre exemple, une deuxième histoire courte, c'est aux États-Unis. Dans les années 1990, à l'université de Carnegie Mellon, les étudiantes en informatique ne représentent guère plus que 7% de l'effectif. Et leur taux d'abandon est 2 fois plus élevé que celui des hommes. Alors un programme de recherche-action est mené par un binôme composé du vice-doyen, professeur d'informatique, et d'une spécialiste en sciences de l'éducation et en genre. Et progressivement, le nombre d'étudiantes augmente et atteint 39% en 2000, soit 10 ans après, avec un taux d'abandon qui est identique pour les 2 sexes. Donc ces 2 histoires courtes nous montrent finalement que l'absence des femmes dans le numérique n'est pas universelle, n'est pas liée à la nature de l'informatique ou à la nature de la femme, et surtout peut évoluer si la culture de ces métiers change. Donc pour déconstruire les préjugés, construisons de nouveaux comportements dans nos familles,
et soutenons une culture plus inclusive et non sexiste.